voyez, l'affichage n'est pas encore bon, mais vous ne le voyez pas effectivement, mais je vais créer la solution en commençant à présenter notre intervenant, et comme mon intervention ne durera que 2 minutes, on espère que ça suffira, et que dans 2 minutes, les choses seront lancées, sinon il y aura une petite pause après ma présentation. Alors nous sommes très heureux d'accueillir donc Emmanuel Guy aujourd'hui, historien de l'art et docteur en préhistoire, ce qui est une double casquette, et qui, comme vous allez le voir dans la conférence d'aujourd'hui, est extrêmement importante, puisque c'est un spécialiste des 2 disciplines, et c'est parti. Alors attendez, on est 3 en fait, hein, excusez-nous. Alors je vais peut-être l'éteindre. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, c'est bon. J'ai éteint. Je ne sais pas si je vais le faire. J'en étais donc à présenter notre intervenant. Emmanuel Guy, donc, comme je disais, donc, avec cette double casquette, qui, comme vous allez voir, donc, est fondamentale, qui a écrit un livre récent, qui va en fait nous parler en partie, évidemment, à travers cette conférence, ce que l'art préhistorique dit de nos origines, donc paru chez Flammarion l'année dernière, il y a 1 an exactement, 2017, qui est donc un ouvrage qui essaye de faire une histoire de l'art préhistorique, et de comprendre, de replacer cet art dans une société donnée, comme vous allez le voir. Alors, il a aussi écrit un autre livre en 2011, La préhistoire du sentiment artistique, paru aux Presses du Réel, qui est aussi dans cette même veine. Alors je précise, même si vous aurez plus d'informations à la fin de la conférence, que normalement est prévue une signature juste après la conférence, donc par la librairie Labbé. Et pour les détails, en fait, je vais m'en occuper pendant la conférence. Donc, si tout va bien, vous aurez une possibilité de discuter avec l'auteur, puisqu'il y aura peu de questions, hein, on a une timing assez serré, donc discuter avec l'auteur et éventuellement de lui faire dédicacer le livre. Voilà, je pense que tout est prêt, non? Non, pas du tout. Il faudrait, en théorie, si j'ai bien compris, il faudrait changer d'ordinateur. D'accord. Ça ne va pas être très long, bien sûr. Formidable. Alors nous on a les images devant nous, donc moi c'est très clair pour moi. Alors.
Nous étions justement en train d'envisager la chose sans image, et là, miracle, nous voilà sauvés. Donc vraiment nos excuses pour ces petits soucis, c'est le début du festival. Normalement, tout est bon, l'image est à peu près visible, pour vous. Et donc je suis heureux de laisser enfin la parole à Emmanuel Guy qui va pouvoir donc vous présenter. Alors est-ce qu'il serait possible en technique de baisser juste l'éclairage au-dessus de nous pour que les images... Voilà, c'est parfait, merci. Formidable, vous voyez que tout est résolu, donc je laisse la parole, je vais m'éclipser un instant et je reviendrai pour... Alors du coup, il y aura très peu de questions à la fin, donc soyez très attentifs pour ne rien manquer de la conférence. Merci beaucoup de votre patience. Merci à vous. Merci, désolé pour ces petits problèmes techniques. Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis très très heureux d'être ici pour parler de préhistoire, bien sûr. Alors c'est sur le thème évidemment des images, et je pense que les images au fond permettent de sortir un peu de l'aridité de la culture matérielle pour nous préhistoriens et d'aller vers le domaine des idées. Et en tout cas, moi, c'est le travail que je m'efforce de faire à travers un matériau qui est un matériau très précis, qui est celui qui est au fond tout ce qui relève des modes de représentation. Je veux dire par là, ce qu'on a l'habitude d'appeler le style. C'est quelque chose qui pendant très longtemps a été traité principalement comme un outil chronologique, à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités de dater les œuvres. Et je dirais qu'au-delà de ça, et aussi avec l'expérience de l'histoire de l'art, m'a semblé très important de s'intéresser, indépendamment de toute question chronologique, à la question du style. Pourquoi ? Parce que ces questions de style sont d'abord et avant tout des questions de code, de convention et de langage. Et donc ces conventions, ces systèmes de représentation nous renvoient évidemment à des cultures différentes, le cas échéant, et il m'a semblé qu'il permettait aussi de poser un certain nombre de questions sur un plan plus social ou sociologique. Et donc c'est l'objet du livre qui a été présenté il y a quelques minutes et donc qui est sorti il y a 1 an, et dont je vais vous parler maintenant de manière évidemment plus synthétique. Alors, avant de commencer, un repère, je pense que quelques grandes balises générales pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour la clarté du propos. La période dont on parle, donc c'est le paléolithique supérieur, ça se situe, donc moi je travaille uniquement sur le paléolithique européen, principalement sur le paléolithique européen, donc dans une période qui va de 40 000 à moins 10 000 avant le présent. Donc on est à la fin de la dernière glaciation du Pléistocène. Ce moment correspond à l'arrivée de Sapiens en Europe, et c'est aussi le moment où on voit de manière tout à fait presque simultanée, si on peut dire, apparaître des témoignages que l'on ne connaissait pas avant en Europe, qui sont donc évidemment l'art figuratif, mais aussi, et de manière beaucoup plus intensive, on va dire, les parures et les sépultures. Voilà, alors les gens dont on va parler sont des chasseurs-cueilleurs. Ils le resteront au-delà même du paléolithique supérieur jusqu'au mésolithique. Et donc, on va s'intéresser à cette notion d'organisation sociale de ces groupes de chasseurs-cueilleurs, et ce que, au fond, les images peuvent dire de cette organisation sociale, si tant est qu'elles puissent dire des choses. Alors, je dirais qu'à la base de mon propos, il y a le sentiment, qui est quand même assez partagé globalement, mais qui est le sentiment très fort qu'il y a une particularité, je dirais une originalité de cet art paléolithique qui le distingue, à ma connaissance, de tous les arts, la quasi-totalité des autres expressions artistiques chez les chasseurs-cueilleurs, qui est ce qu'on appelle en histoire de l'art, ce qu'on appellerait le naturalisme, c'est-à-dire un goût extrêmement poussé, prononcé pour l'imitation, pour la vraisemblance, pour une forme d'objectivité. Et ce goût pour l'imitation, il est d'autant plus fort qu'on le voit apparaître tout de suite, c'est-à-dire dès les premières œuvres les plus anciennes connues, puisque vous avez ici une représentation d'une des peintures de la grotte Chauvet, donc on est à peu près autour de 35-36 000 ans. Et on voit que ce naturalisme, finalement, même s'il a pris des formes qui ont pu varier au cours du temps, il est resté une véritable constante
de ces populations de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur européen. Et de fait, quand on regarde un tout petit peu, alors je ne prétends pas du tout rassembler l'ensemble des témoignages extra-européens, mais quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe dans d'autres types de sociétés de chasseurs-cueilleurs, on voit au contraire des formes qui sont des formes beaucoup moins naturalistes, beaucoup moins réalistes, beaucoup plus abstraites ou symboliques, et d'ailleurs sans doute symboliques parce qu'elles ont pour fonction première, au fond, d'engager un dialogue d'une manière ou d'une autre avec le surnaturel. Donc cette originalité paléolithique, me semble-t-il, pose énormément de questions. Là, je vous donne donc d'autres exemples plus récents pour vous montrer que cette question du naturalisme donc, a perduré pendant 25 millénaires, ce qui est quand même encore une fois tout à fait spectaculaire, puisque là on est plutôt vers la fin du paléolithique. Et donc je me suis demandé que pouvait signifier au fond cette différence et ce goût très très prononcé pour l'imitation. Et de fait, à travers ce que l'on sait de l'histoire de l'art, occidentale, j'ai été quand même assez rapidement interpellé sur le fait qu'au fond, ce type d'intérêt pour le naturalisme, renvoyé du côté de l'histoire, de manière quasi systématique, à des sociétés déjà très hiérarchisées. C'est-à-dire que le naturalisme, il n'est pas la seule forme d'expression artistique des sociétés hiérarchisées, mais il m'a semblé que c'était là un point qu'on trouvait de manière très courante, hein, on pourrait dire depuis Alexandre jusqu'à Napoléon, en passant par les princes de Toscane. On voit bien que la question de l'imitation, qui là encore a pu prendre des formes qui ont varié, mais elle a été une question tout à fait fondamentale dans l'histoire de la peinture, et donc en relation avec des questions qui relèvent quand même de la notion d'ostentation ou de prestige, des sociétés dans lesquelles le pouvoir, d'une certaine manière, faisait valoir sa supériorité à travers la question de l'imitation notamment. Alors, ce qui fonctionne comme forme d'ostentation, je dirais, dans la question de l'imitation, c'est deux choses qui sont reliées, c'est-à-dire, on a d'une part la performance elle-même, d'être en capacité d'imiter, hein, de reproduire la nature de manière la plus fidèle possible, qui constitue déjà en elle-même une forme de prouesse qui donc n'est pas sans pouvoir faire ressortir du prestige pour son auteur ou pour son éventuel commanditaire. Et puis on a, en plus donc de cette prouesse, on a au fond quelque chose de plus théorique, plus abstrait, mais qui semble quand même exister aussi, qui est au fond la question d'être pour des forces de pouvoir, des élites, d'être capable de rivaliser avec la nature, d'être au même niveau que la nature. Et au fond, le naturalisme induit quelque chose qui, à mon sens, relève de ça. Alors, ce type d'argument, a priori, n'est pas totalement conforme avec ce qu'on sait des chasseurs-cueilleurs. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Mais je pense que là, il y a quelque chose, en tout cas c'était le point de départ de ce livre, il y a quelque chose qui est une singularité, qui pourrait donc suggérer un lien ou un type d'organisation, disons, qui soit très axé ou avec une forme de domination, de stratification. La deuxième chose, je dirais, qui vient compléter cette appréciation très générale sur le naturalisme, je dirais que c'est la question même de la technique. C'est-à-dire que pour arriver à peindre des choses comme celles qu'on voit, depuis Chauvet jusqu'à Niot en passant par Lascaux, on voit très bien que ce sont des gens qui sont excessivement entraînés, expérimentés, que ça demande un apprentissage de très longue haleine, hein, les gens qui pratiquent un peu le dessin le savent bien, et donc je dirais que en soi, la question de l'imitation pose déjà la question de l'apprentissage et donc d'une certaine forme de spécialisation artisanale. Or, je dirais, pour ce type de contexte de chasseur-cueilleur, qui dit spécialisation dit déjà une forme d'inégalité, ou en tout cas de statuts sociaux différenciés à l'intérieur du groupe. Et donc, sur la base de ces deux raisonnements, j'ai essayé de réfléchir un tout petit peu à ce que ça pouvait impliquer du point de vue
des groupes humains qui vivaient en Europe il y a 35 000 ans. Alors, je pense que ça, vous le savez tous, la description qui est faite habituellement des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique n'est pas du tout celle de chasseurs-cueilleurs hiérarchisés. Alors, il faut dire que je ne suis pas exactement le premier à poser cette question, que d'autres se la sont posées avec en passant par des chemins différents, c'est-à-dire que ce n'est pas particulièrement à partir de questions d'ordre esthétique ou figurative, mais plusieurs auteurs ont déjà formulé cette hypothèse. Notamment, je pense, il y en a plusieurs, mais je pense notamment à un ethno-archéologue qui s'appelle Brian Hayden, qui est canadien et qui avait publié il y a une dizaine d'années un livre qui annonçait déjà, qui postulait l'idée que les inégalités sociales étaient nées au Paléolithique supérieur. Mais d'une manière générale, on peut dire que la définition ou le modèle qui fonctionne quand on parle des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, ce sont beaucoup plus donc, des sociétés extrêmement égalitaires, qui vivent totalement en harmonie avec la nature, qui ont une très forte mobilité, qui se déplacent en fonction des ressources saisonnières, et dans lesquelles donc il n'y a aucune réelle division. Éventuellement se pose la question d'une division biologique sur la base de l'âge ou du sexe, mais encore ces questions, comme vous le savez sans doute, sont très discutées. Et donc on plaide plutôt pour une forme vraiment d'égalitarisme très fort. Donc un modèle, je dirais, qui va complètement à l'encontre de ce que les images, pour moi, pourraient éventuellement laisser présager. Voilà, donc là je vous ai mis une représentation de populations de chasseurs-cueilleurs qui sont très régulièrement prises en exemple par mes collègues préhistoriens, qui sont d'une part des aborigènes australiens ou des Inuits, et donc des populations dont on dit habituellement, en particulier chez les aborigènes, que la notion de propriété est tout à fait inexistante, que dès que le gibier est chassé, il est partagé, pas spécialement, il n'appartient pas aux chasseurs, enfin que vraiment on a affaire à des sociétés qui n'ont pas du tout de réflexes comme ça de propriété, et dans lesquels, même s'il peut exister d'une certaine manière des autorités ou des gens qui peuvent avoir des compétences particulières, elles ne remettent jamais réellement en question l'homogénéité et l'égalité du groupe dans sa totalité. Donc voilà, partant de ce constat, j'ai essayé d'explorer l'ensemble des données archéologiques pour voir si au fond mon hypothèse pouvait faire sens, si elle était complètement à côté de la plaque. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Et vous allez voir, même si je ne suis peut-être pas le plus objectif, mais que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'arguments qui permettent de penser que les choses sont peut-être plus compliquées que ce qu'on a défendu jusqu'à présent. Alors, avant même de rentrer sur le domaine de la culture matérielle, je dirais que la première découverte pour moi, ça a été de réaliser, peut-être je le savais, mais enfin je l'avais mis de côté, comme pas mal d'autres aussi autour de moi, c'est de réaliser l'existence de chasseurs-cueilleurs hiérarchisés pour le coup, c'est-à-dire de chasseurs-cueilleurs qui ne répondent pas du tout au modèle que je viens de décrire et qui se caractérisent au contraire par des inégalités sociales et des inégalités de richesse en particulier très importantes, avec une forme de noblesse héréditaire qui se transmet des privilèges, enfin des choses, je dirais, qui sont très proches de celles qu'on peut rencontrer déjà dans les premières sociétés agricoles. Et il faut, à cet égard, signaler le travail tout à fait essentiel d'Alain Testard, qui est un anthropologue, et qui, dans les années 80, avait déjà publié une première recension de ces chasseurs-cueilleurs hiérarchisés, et il montrait qu'en fait, ces chasseurs-cueilleurs étaient, qu'on considérait finalement comme une forme atypique ou une exception, étaient en fait très loin d'être minoritaires, et pouvaient même apparaître comme étant plutôt la règle. Alors on va voir que les choses sont un petit peu plus nuancées, mais donc, je dirais que la première chose qui m'a sauté aux yeux, si je puis dire, ça a été donc de prendre conscience qu'il existait des sociétés de chasseurs-cueilleurs très fortement hiérarchisées. Alors, puisqu'on parle de Testard, voilà donc une carte qu'il avait établie de ces fameux chasseurs-cueilleurs inégalitaires. Alors, je vais détailler un petit peu le pourquoi du comment dans quelques secondes. Et donc, vous voyez qu'il y a toutes les zones assurées correspondent à des économies, ce
ce qu'il appelle donc des économies à stockage, hein, qui sont en fait la cause première de cette inégalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'apport, je dirais, principal de Testard sur le sujet, ça a été de montrer que, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, et d'ailleurs c'est sans doute aussi une des raisons pour laquelle, quand on parle du paléolithique supérieur, on fait référence très souvent à des chasseurs-cueilleurs égalitaires, c'est qu'il y a une idée forte en arrière-plan, qui est qu'au fond, les inégalités sociales sont apparues réellement à partir du passage à l'agriculture, c'est-à-dire quand les hommes ont commencé à produire, donc à s'approprier la terre, à faire des surplus, et donc de là sont nées déjà des formes d'inégalité entre les groupes, entre ceux qui se considéraient comme propriétaires, etc., et des choses qui, théoriquement, n'existaient pas du tout avant. Or, le travail tout à fait essentiel de Testard en la matière, ça a été de montrer que ce n'est pas l'agriculture en soi qui crée l'inégalité, ce qui crée l'inégalité, c'est le stockage. Et le stockage, il vaut aussi bien pour des ressources domestiques que pour des ressources sauvages. Et donc, fort de ce constat, il met en évidence, si vous voulez, le fait qu'il existe, dans un certain nombre de cas particuliers, soumis à un contexte particulier dont on va reparler dans quelques secondes, il existe des populations qui ont été amenées à faire des stockages en très grande quantité, et ces stockages ont conduit, de la même manière que dans les sociétés agricoles, à créer déjà des formes d'appropriation, de privatisation de la terre et des ressources qui ont donné exactement le même type d'inégalité que ce qu'on connaît bien plus tard. Alors, ce que la carte montre, et qui est très important, c'est qu'au fond, ces chasseurs-cueilleurs stockeurs, donc, ils ne se trouvent pas partout. Vous voyez qu'ils sont situés majoritairement dans l'hémisphère nord. Et pourquoi ils sont situés dans l'hémisphère nord? On a un exemple, en fait, qui est situé dans une zone tropicale, mais qui est relativement atypique. Il y en a peut-être quelques autres là, depuis que la carte a été établie, mais il y a quand même une majorité, en gros, de stockeurs qui se trouvent dans l'hémisphère nord. Et la raison que donne Testard sur ce phénomène, elle est la suivante. Il dit que pour qu'il y ait stockage, au fond, ce n'est pas quelque chose de spontané. Pour qu'il y ait stockage, il faut qu'il y ait une double condition. Cette double condition, c'est d'une part, évidemment, des ressources très abondantes, mais des ressources très abondantes sur une courte période. C'est-à-dire que c'est l'alternance entre abondance de ressources et pénurie saisonnière qui va conduire les populations de chasseurs-cueilleurs, en tout cas celles qui sont dans ces milieux prédisposés, à stocker. Donc vous voyez, il y a vraiment là un lien dialectique entre les deux choses, et c'est ce qui fait que ces populations, soumises à des périodes de pénurie extrêmement sévères, ont donc été amenées à faire des stocks quand elles le pouvaient. Vous notez que tout ça se situe quand même dans l'hémisphère nord, et que les gens qui nous intéressent particulièrement étaient aussi dans cette même région. Donc, même si les conditions environnementales étaient particulières, on peut se demander pourquoi, au fond, ils auraient échappé à cette règle. Alors, je vais détailler un tout petit peu pour qu'on comprenne bien, à travers un exemple qui est tout à fait emblématique de ces chasseurs-cueilleurs stockeurs, qui sont donc les Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique. Donc c'est une zone qui est située, en gros c'est ce bandeau côtier qui va du sud de l'Alaska jusqu'au nord de la Californie. Et donc on a affaire ici à des populations majoritairement de pêcheurs qui pêchent majoritairement le saumon, qu'ils récoltent, si je puis dire, dans des quantités absolument phénoménales. Ce saumon ensuite est fumé et peut être stocké, pendant plusieurs mois, peut-être même au-delà. Et donc, il y a une économie à stockage qui s'est développée. On ne sait pas exactement à quelle heure, j'allais dire, à quel moment. On a déjà des traces d'occupation de la côte autour de moins 15 000, mais c'est sans doute quand même nettement plus tard que cette économie s'est développée. Et donc là, on a affaire à des gens qui sont vraiment dans un rapport d'appropriation très fort, qui a conduit, donc, comme je vous le disais, à vraiment une forme de stratification sociale extrêmement stricte, avec une noblesse héréditaire, vraiment une aristocratie qui se transmet les privilèges et les noms
par l'affiliation. On a également une classe, une catégorie ou un rang inférieur de roturiers. Et puis vous avez en dernier ressort des esclaves qui sont la propriété exclusive de la noblesse. Donc vous voyez que là on a vraiment affaire à des chasseurs-cueilleurs qui ne plaisantent pas, hein. On n'est pas du tout dans le même type de description que lorsqu'on parle des Australiens par exemple. Alors, un des mécanismes, je dirais, de la légitimation du pouvoir, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, hein, autour de la question du prestige et des productions artistiques, c'est le fait que donc si vous voulez, bon là je suis obligé de simplifier à outrance, mais en gros on peut dire que la logique générale c'est que ces gens développent un type d'économie qui permet de devenir riche, que de là naissent des mythes qui viennent légitimer l'appropriation territoriale et l'appropriation des ressources et de la richesse, etc. Ces mythes d'origine, ils vous disent que vous êtes le lignage du corbeau, du castor ou de l'ours, et que vous êtes à l'origine du monde, et que donc non seulement vous êtes indélogeable, mais vous êtes déjà par vous-même quelqu'un de totalement sacré. Enfin bon, des choses sont toutes assez communes. Et donc, dans cette région, comme dans d'autres régions où on trouve des chasseurs-cueilleurs hiérarchisés, on a toute une série de mythes comme ça qui viennent légitimer, qui permettent d'asseoir pour l'élite son pouvoir, et qui se manifestent aussi par une production artistique extrêmement abondante d'objets de prestige, qui sont aussi bien, donc je pense que vous connaissez les grands mâts héraldiques, hein, qu'on trouve devant les maisons. Alors oui, chose que je n'ai pas dit, qui est quand même très importante, c'est que ces groupes stockeurs inégalitaires, évidemment, ont une très faible mobilité, hein. Ils sont quasiment sédentaires, ou en tout cas semi-sédentaires, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des grandes maisons en bois qui, pendant 7, 8, 9 mois et ne partent que pour des expéditions spécialisées, mais en gros, donc, on est vraiment très très près de la sédentarité. Ça, c'est un des principes, puisque c'est le stockage précisément qui permet donc cette sédentarité. Donc là, vous avez sur cette image une reproduction de la maison d'un chef. Donc vous voyez, donc, quand je parlais des images qui sont partout, c'est-à-dire que vous avez donc des représentations donc, qui renvoient à ces figures mythiques, hein, ces ancêtres mythiques que j'évoquais, qui très souvent prennent une forme animale, et qu'on retrouve donc aussi bien donc, sur ces grands mâts héraldiques. Donc là, quand on parle d'ostentation, c'est très très affirmé, qui sont donc à l'entrée des maisons, mais aussi à l'intérieur des maisons, sur les façades, sur les cloisons, ce qui est le cas ici. Hein. Vous voyez le personnage qui sort par le trou, ça c'est une cloison qui délimite l'appartement privé d'un des chefs, hein, de cette maison. Par ailleurs, il a toute sa garde rapprochée qui est là. Donc vous voyez, on est vraiment dans un système qui rappelle beaucoup la féodalité. Et d'ailleurs, dans les travaux qui ont été faits sur ces populations en particulier, je crois me rappeler que Claude Lévi-Strauss évoquait même une organisation vraiment il parlait de maison, comme on parle de maison féodale, pour parler vraiment du nom et du lieu comme étant vraiment l'instance tout à fait dominante et sacrée. Alors, pour revenir à la question qui nous intéresse plus directement, qui est celle du paléolithique, donc se pose la question de savoir si ce théorème qui conduirait donc au stockage et par voie de conséquence aux inégalités, au fond, est-ce que ce théorème est applicable au paléo? Alors, on a très souvent une idée, je dirais, on a eu très souvent, plus exactement, une idée quand même assez de conditions de vie très très difficiles pour le paléolithique européen, avec des gens qui vivaient vraiment extrêmement démunis dans des déserts polaires. Bon, aujourd'hui, on sait que les choses sont beaucoup plus nuancées que ça, et même très différentes, puisque au fond, on arrive... on a des modèles qui montrent que d'abord le climat est un climat très original. On fait souvent référence à des régions de toundra pour essayer d'imaginer le climat de l'époque, mais au fond, on voit qu'on a à cette époque-là cette espèce de dualité entre d'un côté des températures qui sont effectivement très froides, mais en même temps un ensoleillement qui est lui-même qui est très fort, et qui, d'après les modèles qui ont pu être reconstitués, semble indiquer
que le couvert végétal était susceptible d'accueillir une biomasse, et notamment des grands troupeaux de mammifères très importantes. On avait une forme de mosaïque de paysages, si vous voulez, très diversifiée, parfois même dans une même région. Et donc tout ça était loin d'être forcément des conditions de vie aussi difficiles qu'on l'avait envisagé. Donc là c'est juste une représentation. Hein. Je vais passer un petit peu vite parce qu'on a perdu du temps, mais bon là donc c'est pour vous montrer donc cette calotte glaciaire, puisqu'on est évidemment en pleine glaciation donc qui sur le nord de l'Europe, avec des glaciers qui sont très étendus. Mais vous voyez dans toute la zone intermédiaire, en fait c'est une zone, quand on est un peu loin du front polaire, hein, on a une zone de steppe, ce qu'on appelle la steppe herbeuse, dans laquelle on pense que beaucoup d'espèces ont pu se développer. Ah oui, là c'est pas très lisible mon truc. Alors en fait, si vous voulez, sur cette carte-là, le grand bandeau, là, ça traverse le continent et c'est censé donc montrer cette zone de répartition de la steppe herbeuse. Et vous voyez que d'après certains modèles, hein, je vous parlais de la biomasse des grands mammifères, hein, on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus proches de la savane, hein, que de la toundra. C'est-à-dire que là, on a des niveaux à 30 000 kg par km². Quand on sait qu'un mammouth, ça consomme, si les souvenirs sont bons, à peu près 200 kg d'herbe par jour, ça vous donne quand même un aperçu de ce qu'il fallait pour pouvoir accueillir une faune aussi importante, faune qu'on retrouve par ailleurs dans les habitats. Alors, la vraie question, au fond, est de savoir est-ce que oui ou non, on a des indices matériels, tangibles de stockage aux paléolithiques supérieurs. Alors, on a des indices indirects, je dirais, ou on a des indices ponctuels. Donc ça ne permet pas de tirer des généralités, mais ça pose tout de même question. Alors, les indices les plus notables se trouvent plutôt du côté de l'Europe centrale et orientale, où là on a vous connaissez tous hein, ces maisons construites en os de mammouth notamment, et où donc là on a vraiment des habitats en dur. On n'imagine pas que les gens vont se déplacer tous les 2 mois avec leur défense de mammouth sur le dos. Donc là on a un premier indice, je dirais, par le type d'architecture, en plus assez élaboré, avec vraiment des ordonnancements assez précis. Donc on a déjà un signal fort d'une forme de semi-sédentarité. On a surtout des fosses dans ces maisons, ou à proximité de ces maisons. On a aussi des fosses creusées dans le permafrost, dont on pense, à juste titre, a fortiori quand il y a des restes d'animaux dedans, que ça pouvait servir de réfrigérateur ou de congélateur. Et puis, on a aussi des études récentes de saisonnalité qui montrent que dans certains de ces habitats, notamment dans les grands habitats de Moravie, du Pavlovien, on a vraiment des séquences de chasse qui ont été qui montrent qu'il y a des chasses sont pratiquées pendant quasiment toutes les saisons, donc laisse à penser que là aussi il y a une forme de sédentarité. Ça ne garantit pas absolument du stockage, mais compte tenu des conditions hivernales, on peut tout de même penser que si les gens pouvaient être là toute l'année, c'est quand même qu'ils avaient un moyen de pouvoir stocker et de faire des réserves. En Europe de l'Ouest, les choses sont plus contrastées, moins évidentes. Alors, peut-être les choses les plus parlantes, c'est l'épaisseur du remplissage dans certains sites qui est tout à fait considérable, même si ça ne garantit pas qu'on puisse avoir des occupations successives et non pas une occupation continue, mais je dirais quand même que ça pose question, a fortiori quand on trouve aussi tout un tas de témoignages d'activités très diversifiées qui montrent que quand même là, il y a eu vraiment... c'était pas une occupation de passage, hein, on était vraiment sur des gens très installés. On a des choses plus ténues encore dans la découpe de certains quartiers de viande qui montrent une découpe en filets qui pourrait laisser présager là aussi une consommation différée. Et puis on a des preuves là aussi très ponctuelles de fumage du poisson. Donc je dirais, sur le plan du stockage, on a des indices. Peut-être qu'il n'y avait pas de stockage, mais rien n'interdit non plus que tout un tas d'outils qui auraient servi au stockage, de contenants, hein, que ça aille de la plateforme sur pilotis en passant par des coffres ou de la vannerie, hein, comme on a notamment sur la côte nord-ouest. On n'a pas de fosse sur la côte nord-ouest, on a vraiment des structures en bois ou des coffrages ou de la vannerie, auraient très bien pu exister à l'époque, sauf qu'aujourd'hui on est évidemment incapable de le voir. Alors, un autre argument qui
pose assez fortement question, c'est celui des sépultures, hein, qui est évidemment un des marqueurs les plus évidents, les plus forts, hein, d'éventuelles inégalités sociales. Alors la question funéraire elle est tout de même intrigante, elle ne permet pas davantage de trancher, mais elle est tout de même intrigante, à mon avis pour 3 raisons principales. La première raison, d'abord c'est la rareté de ces sépultures, puisque comme vous le savez, on a une centaine de sépultures pour 25 millénaires, ce qui est quand même excessivement peu, mais c'est quand même un petit peu, donc ça pose la question au fond de savoir est-ce que là on n'avait pas des gens qui bénéficiaient d'un traitement funéraire et pas d'autres. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il est relatif donc à la richesse de certaines tombes, qui est donc une richesse là encore très exceptionnelle, très ponctuelle, mais qui quand même pose très sérieusement question. Et bien évidemment l'exemple le plus célèbre, c'est celui de la sépulture de Soulgir, qui se trouve en Russie, à l'est de Moscou, une centaine de kilomètres à l'est de Moscou. Et donc dans cette sépulture, on a plusieurs sépultures, et notamment 2 qui étaient bien conservées, et notamment cette sépulture double qui comporte les restes donc de 2 enfants qui ont été enterrés comme ça, tête contre tête, et dans lequel on a, mais là je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais on a donc retrouvé un mobilier funéraire tout à fait spectaculaire, qui n'est absolument pas la règle des sépultures qu'on trouve au Paléolithique supérieur, mais qui n'en est pas moins le signe que manifestement là quelque chose a existé. Et donc je décris très très rapidement, hein, ce mobilier. Ce sont essentiellement en fait l'une des choses les plus enfin il y a 2 choses très fortes. Il y a d'abord un nombre absolument inouï de parures qui étaient brodées sur les vêtements des enfants. Je crois que c'est à peu près entre 4 et 5 000 parures perles d'ivoire pour chaque enfant, quand on sait que chaque perle demande à peu près 1 heure de travail. Vous imaginez donc le temps de travail qu'il a fallu pour réaliser ces vêtements. Des coiffes avec des dents de renard, de carnivore, donc au niveau de la tête, et puis surtout un mobilier en ivoire extrêmement qui interpelle beaucoup, parce que c'est majoritairement des armes. Alors s'agissant d'enfants, ça surprend quand même un peu, et donc on a des poignards en ivoire, des javelots et des lances, comme vous pouvez le voir sur cette petite reproduction illustrée comme ça, et on a des lances qui sont donc sculptées enfin c'est de l'ivoire massif qui est sculpté dans des défenses de mammouth. Donc vous voyez là, on a quelque chose qui relève quand même manifestement, en tout cas qui évoque naturellement évidemment des questions de prestige, d'ostentation. Et dans le même temps, Soulgir est intéressant, enfin cette sépulture en particulier est intéressante parce qu'on a des enfants relativement jeunes. En fait, dans le lot de sépultures qu'on trouve, on a quand même une dominance d'enfants. Et ça, c'est le 3e argument qui interpelle un peu sur la question inégalitaire, c'est-à-dire pourquoi autant d'enfants, parfois très jeunes, parfois même des nourrissons, et qui pose donc la question du mérite qu'il aurait pu avoir. Quand il s'agit d'un adulte, on peut se dire, bah voilà, le type était un chasseur extraordinaire, il a été enterré avec face, etc. S'agissant d'enfants très jeunes, par moments, c'est plus difficile à concevoir, et donc, l'une des hypothèses, hein, on ne peut pas exclure le fait qu'il y ait des manifestations d'affection, etc., mais l'une des hypothèses qui a été formulée, notamment sur plusieurs sépultures magdaleniennes par Francesco De Rico et Marianne Van der Aren, a été de dire, donc au fond ils sont trop jeunes, et donc peut-être ils sont déjà le signe d'une forme de transmission de privilèges par hérédité. Donc la question des sépultures ne permet pas davantage de trancher, mais comme vous le voyez, il y a quand même des aspects qui interpellent, qui sont questionnants. Et puis quand on relit les données que je viens de croiser comme ça très rapidement, on s'aperçoit qu'au fond, il y a quand même une forme de coïncidence, pas tout à fait précis, mais on voit qu'il y a quand même, au fond, les sépultures, comme les témoignages artistiques, hein, donc 2 éléments clés de ce qui pourrait être le signe marqueur de ces inégalités, on ne les retrouve pas partout, on les retrouve justement dans ces régions où on soupçonne que la biomasse était plus élevée qu'ailleurs. Donc, je dirais qu'il y a quand même là un argument à prendre en considération, hein, qui est cette relation apparente, encore une fois à ce stade de l'enquête, entre production artistique,
sépultures et régions qui auraient été donc susceptibles d'être appropriées, accaparées, privatisées par une forme d'élite sociale. Alors, quid au fond de l'art paléolithique, de l'art dans les grottes, avec tout ça. J'ai évoqué dans le cadre de la côte nord-ouest de l'Amérique donc le fait que l'art avait une fonction de prestige. Il y a quelque chose de particulier sur la côte nord-ouest, qui est que tous ces animaux que j'ai évoqués, au fond, ils sont comme des blasons. Il y a un système proche de l'héraldique qu'on connaît nous, c'est-à-dire que ces animaux ne représentent pas des histoires. Ils ne sont pas dans des situations narratives, ils sont représentés juste pour eux-mêmes comme des signes, comme des symboles, si vous voulez, mais sauf que les gens qui connaissent le code, ils le décodent très vite et ils savent que tel animal renvoie à tel lignage, à tel privilège, à telle zone de chasse, à telle zone de pêche, etc. Donc il y a un système d'une signalétique, si vous voulez, dans laquelle l'image joue un rôle tout à fait important. Et donc, je me suis posé la question de savoir si, au fond, on ne pouvait pas retrouver quelque chose de cet ordre-là, sans parler forcément d'un système héraldique. De toute façon, c'est indémontrable. Mais en tout cas, de se poser la question s'il n'y avait pas quand même une logique qui pourrait aller dans ce sens. Et quand on regarde de manière générale, mais quand on regarde les propriétés de l'art paléolithique, on s'aperçoit qu'au fond, les choses pourraient coller ou matcher, comme on dit, hein, que les choses ne sont pas forcément incompatibles. J'en ai listé quelques-unes, il y en a d'autres, je développe ça plus en détail dans mon livre, mais je dirais la première chose, c'est donc l'usage d'un bestiaire, déjà le fait de privilégier la représentation animale n'est peut-être pas d'ailleurs innocente, le fait que ce soit toujours les mêmes animaux, un petit ensemble d'animaux représentés, mais qui ne correspond pas à la réalité de la totalité de la faune, évidemment à l'époque, hein, ce sont toujours, avec des variations dans le temps, mais comme vous le savez, ce sont toujours au début des aurochs, des lions, des ours, des rhinos, mais après des chevaux, des bouquetins, des bisons, mais qu'on sort assez peu de ce cadre-là, qu'ensuite on a les animaux qui sont donc, comme le veut aussi le système des blasons de la côte nord-ouest ou même de l'héraldique, hein, les animaux sont représentés hors cadre naturel. Je veux dire que les types ont développé un savoir-faire extraordinaire pour représenter les bisons, mais jamais le bison dans un pré, hein, jamais le bison avec un arbre, jamais le bison avec le ciel, les étoiles, etc. Donc c'est toujours vraiment des animaux qui sont sortis du contexte, qu'on a par-dessus. On a aussi une codification en utilisant des effets géométriques qui sont très importants et qui, là encore une fois, je dis bien pourraient, rappeler, si vous voulez, une forme d'efficacité sémiologique dans la géométrisation sur les emblèmes ou sur les blasons dans l'héraldique. Hein. On connaît les animaux affrontés, opposés, qui se suivent, etc. Donc là, on retrouve, là, je vous ai mis en arrière-plan, je ne sais pas si c'est très visible, enfin, des choses, il suffit de regarder un petit peu Lascaux, on voit tout à fait ce type de configuration entre les sujets. Le fait que quand même des études sur un certain nombre de grottes montrent que... Alors c'est compliqué parce qu'il y a un aspect totalement confidentiel dans l'art paléolithique et en même temps on a des choses qui sont manifestement quand même liées à une préoccupation d'ostentation justement. Et notamment le fait, il y a une étude qui avait été faite justement par le Brian Hayden que j'évoquais plus tôt, qui tendait à montrer qu'au fond les peintures ou les dessins, si vous voulez, les plus élaborés, les plus finis, les plus poussés, se trouvaient dans la très grande majorité des cas dans les espaces les plus larges, les plus spacieux, hein, dans les zones donc susceptibles d'accueillir le plus de monde. Et au contraire, on avait des choses plus ou moins bien réalisées qui pouvaient être très cachées. Mais c'est très rare, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très rare de voir une figure absolument magnifique qui soit totalement cachée dans l'espace souterrain. Et quand bien même elle serait totalement cachée, je dirais que ça n'interdit pas une fonction de type héraldique, puisque, encore une fois, le privilège, le pouvoir, l'élite fonctionnent à la fois sur le fait de cacher les choses et d'en montrer. Donc je dirais que, voilà, de toute façon, sur ce point-là non plus, on ne peut pas trancher. Mais, en tout cas, les choses ne me semblent pas totalement incompatibles. Et puis, en dernier ressort,
Au fond, l'usage de signes à vocation héraldique, pour simplifier, permettrait d'expliquer aussi cette grande énigme de l'art paléolithique, une de plus, qui est au fond l'absence totale ou l'absence généralisée des humains dans cet art, c'est-à-dire le soin considérable accordé à la représentation animale et à contrario, le fait que les humains sont soit absents, soit quand ils sont présentés, vous le savez, sont toujours figurés de manière excessivement schématique, au point d'ailleurs qu'on ne sait jamais très bien si ce sont des hommes ou des créatures fantastiques. Alors, de manière, dans une partie un peu conclusive, disons, je vais argumenter sur trois éléments, trois indices très purement stylistiques, je dirais, qui, à mon avis, s'ils ne permettent pas de parler d'héraldique ou de choses comme ça, là je pense que cette hypothèse à laquelle personnellement je crois, mais je pense qu'elle est vouée à rester de toute façon comme toutes les interprétations indémontrables. En revanche, je pense qu'il y a quand même des arguments forts qui permettent d'établir un lien donc, entre la production artistique et un pouvoir qui serait fondé sur une économie à stockage. Alors là, il me reste un petit quart d'heure, donc je vais essayer d'aller au plus droit, au plus net. En fait, si vous voulez, le travail que je fais de manière plus quotidienne, si je puis dire, c'est de travailler donc, sur les modes de représentation et de mettre en évidence, ou en tout cas ce travail m'a conduit à mettre en évidence l'existence de traditions, ce que j'appelle des écoles, qui peut sembler un terme un peu provocateur, mais au fond, le fait on sait que les gens à cette époque ne représentaient pas comme ils voyaient librement chacun pour soi un bison en Europe ou un cheval, mais qu'ils répondaient à un certain nombre de canons qui étaient vraiment très très fidèlement retranscrits. Et il se trouve donc que j'ai été amené pendant pas mal d'années à travailler sur l'une de ces écoles que j'ai identifiées sur la base de trois conventions. Je vais peut-être pas les détailler tout de suite, mais enfin bon. En gros, il y a trois grandes manières de faire qui se répètent de manière systématique sur ces images. Et en fait, je me suis rendu compte donc, que ces écoles, elles n'étaient pas spécifiques à un seul site, comme on pourrait l'imaginer, ni même à un site et au site voisin, mais qu'elles s'étendaient parfois sur des distances tout à fait considérables. Et donc, si vous voulez, cette fixité du code visuel, cette stabilité du code, me laisse à penser qu'elle ne peut se réaliser, elle ne peut exister que si les gens à cette époque-là passaient par un apprentissage. Et vous voyez que ça nous ramène à la question de l'apprentissage et de l'apprentissage technique que j'évoquais au tout début de mon intervention, c'est-à-dire le fait que, manifestement, on apprend à représenter d'une certaine manière, différente selon les périodes et les époques, mais on apprend à représenter d'une certaine manière, et donc on est vraiment là dans une représentation excessivement standardisée. Vous allez voir que je prête à ce fait-là quelque chose d'important. Alors quand je parle d'école, d'ailleurs, c'est pas, ça vaut pour toutes les époques, si je puis dire. Donc dès l'époque de la grotte Chauvet, les recherches qui sont menées actuellement montrent des correspondances stylistiques tout à fait notables avec d'autres sites. Alors parfois certains sites qui sont très proches de Chauvet, mais d'autres qui sont beaucoup plus loin. C'est le cas notamment d'une grotte qui se trouve en Roumanie, qui s'appelle la grotte Coliboaia. Et donc pour faire très rapidement sur ce tout petit exemple, il y aurait beaucoup plus à dire. Mais là vous voyez donc, outre une parenté thématique qui est aussi à prendre en compte, puisque ce sont justement les mêmes types d'animaux dangereux qui sont présentés dans les trois qualités, mais en plus on a, je dirais, là encore trois caractéristiques communes principales, qui sont d'une part le fait de privilégier plutôt la partie antérieure des figures, le reste du corps n'est pas toujours figuré, le fait aussi d'avoir des silhouettes qui sont extrêmement, pas tassé, mais enfin bon, avec une encolure comme ça, extrêmement voûtée, disons. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien à Chauvet qu'à Alden qu'en Roumanie. Et puis des choses qui sont là encore des marqueurs qui sont assez spécifiques, qui sont notamment la manière tout à fait singulière et donc très stylistique, très conventionnelle, de représenter les oreilles des rhinocéros, de manière un petit peu comme des ailes de papillon, ce que vous voyez donc, sur ces trois exemples du bas, et qu'on retrouve aussi bien donc, à Chauvet qu'en Roumanie à 1400 km de là. Donc là encore, codification extrême de l'image. Et donc qui dit codification extrême de l'image dit désir de transmettre
un message et que ce message reste compréhensible. C'est pour ça qu'il y a codification. Si c'est pas utile, chacun fait à sa sauce et c'est pas grave. Mais là, ce type de codification est clairement fait pour permettre une lisibilité pérenne des images. Donc c'est dire l'importance sur le plan social que devaient représenter ces images. Je vous ai parlé Chauvet, je vous ai parlé de cet art de la vallée du Coa qui s'étendait depuis l'Andalousie jusqu'en Aquitaine. Ça vaut aussi tout à fait pour la grotte de Lascaux, puisque le style Lascaux n'est pas exclusif de Lascaux. Hein. On connaît beaucoup d'autres grottes dans le sud-ouest de la France dont les figures reprennent un certain nombre de conventions tout à fait identiques à celles de Lascaux. Et puis ça va plus loin, on en retrouve au Portugal, on en retrouve dans le nord d'Espagne, et même jusque dans les Pouilles, où on a plusieurs figures qui vraiment reproduisent les conventions que l'on retrouve sur les peintures de Lascaux. Donc vous voyez, ça voyage quand même loin. Ça aussi, on va en reparler dans une seconde. Oui, ça c'est un exemple qui est amusant parce qu'on a deux grottes, donc on a Lascaux et puis on a la grotte de Gabillou qui est située à peu près à une soixantaine de kilomètres dans une autre vallée. Et bon, de la vie générale, Gabillou reproduit tout à fait le style qu'on trouve à Lascaux. Hein, c'est les mêmes conventions, en particulier cette manière très particulière qui consiste à laisser une réserve pour l'élément qui est destiné à... Bon, qui est destiné à l'arrière-plan, en l'occurrence la patte arrière. Vous voyez qu'elle est détachée du reste du corps. Bon, ça, je vais y revenir dans une seconde, c'est un système qui est tout à fait typique de l'art de Lascaux. Et donc c'est intéressant parce que Gabillou reproduit complètement les conventions qu'on a à Lascaux, sauf que, et ça aussi les commentateurs s'accordent sur ce point, les gravures de Gabillou sont globalement assez mal exécutées. Elles sont un petit peu maladroites, on sent que le geste n'est pas assuré, qu'il y a des hésitations, il y a des repentirs, etc. Donc c'est intéressant parce que si vous voulez, ça vous montre au fond que les images à cette époque étaient réellement apprises, c'est-à-dire que le type en l'occurrence a appris, le type ou la dame a appris à dessiner un cheval à la manière de Lascaux avant même de savoir complètement dessiner, si vous voulez. C'est dire à quel point la standardisation est forte et que, à mon sens, les images à cette époque-là étaient apprises quasiment par cœur. Et du reste, on a un certain nombre de sites qui posent question là aussi, qui sont des sites dans lesquels on a trouvé des plaquettes en pierre en très très grand nombre, avec des dessins, eux aussi souvent assez frustes, assez mal réalisés, voire enfantins dans certains cas, ce qui ne ressemble pas du tout normalement à ce qu'on trouve dans les grottes. Il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été évoquées, notamment celle de sanctuaires symboliques, avec tout un truc autour des plaquettes. Moi, je pose la question de savoir si, au fond, on n'a pas, justement, là, la démonstration matérielle de cet enseignement, sur des réalisations par des apprentis, d'exercices, sur des plaquettes, dont, encore une fois, la particularité du dessin est d'être à la fois mal exécuté, mais aussi très fragmentaire, ce qui n'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve avec la même constance dans les grottes, puisque là, vous pouvez très bien avoir une patte toute seule, un arrière-train tout seul, mais donc, dans les grottes, vous allez avoir une tête toute seule, mais c'est rare d'avoir un élément aussi secondaire. Donc, ces témoignages, même s'ils ne sont pas des preuves, posent tout de même la question de la réalité de cet apprentissage artistique. Alors pourquoi je vous parle d'apprentissage? Parce qu'encore une fois, comme je le disais à l'instant, si on admet que ces images servaient à transmettre un message et qu'on a organisé d'une manière ou d'une autre un apprentissage, une forme de spécialisation artisanale dans ces sociétés, je dirais qu'il y a fort à parier que les raisons de cet apprentissage soient liées à une forme de transmission, de prérogatives ou d'intérêt plus ou moins privé. Ce que je vous dis là rejoint aussi un autre aspect de cette question des écoles, qui est la diffusion aussi tout à fait considérable des images. C'est-à-dire que, comme vous l'avez déjà vu sur les précédentes cartes, la diffusion d'un style ne se limite pas à une région, mais parfois dépasse plusieurs centaines de kilomètres, voire même plusieurs milliers de kilomètres. Et ça, c'est une énorme question dans la mesure où on connaît peu d'exemples, a fortiori dans les sociétés de chasse habituelles, de diffusion d'un savoir avec la même rigueur, la même fixité, la même standardisation sur des distances aussi importantes. Mais quand vous vous intéressez justement à ces sociétés de chasseurs inégalitaires,
vous apercevez que par principe, par mécanique même de ces sociétés, leur fondement les pousse à développer très souvent un commerce important d'objets de prestige, d'échanges, qui contribue justement à renforcer d'une manière ou d'une autre la place de l'élite. Donc toute cette circulation, je dirais, elle est déjà beaucoup plus courante dans les sociétés de chasse. Et dans le cas des Indiens de la côte nord-ouest en particulier, on constate qu'il y a un phénomène qui est tout à fait porteur, enfin, je veux dire, qui est vraiment moteur de la circulation des emblèmes et des blasons dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui des mariages. Puisqu'en fait, dans ce type de société, les règles exogamiques sont en fait assez peu rigoureuses, c'est-à-dire qu'on va privilégier des mariages d'intérêt sur des règles trop strictes d'exogamie, et ces mariages d'intérêt peuvent se faire parfois sur des distances tout à fait considérables. Et donc, si vous voulez, à l'occasion de ces mariages, les artistes qui sont en charge d'assurer la transmission des privilèges et des biens réalisent sur commande des œuvres à des distances très importantes. Donc, voilà, encore une fois, ça n'est qu'une hypothèse, mais ça vous montre bien que la question de la circulation à très longue distance des images pourrait trouver, au paléolithique j'entends, pourrait trouver une forme d'explication notamment dans les relations d'alliance qui auraient pu avoir lieu donc, dans ce type de société inégalitaire. Et puis, j'en termine. J'ai évoqué tout à l'heure donc, ce style qui apparaissait il y a 22 000 ans. Il se trouve que dans une précédente étude, j'avais montré que ce style, au fond, était à l'origine de ce qui va être, quelques milliers d'années plus tard, l'art de Lascaux. Je n'ai pas le temps de vous détailler exactement le pourquoi du comment, vous trouverez tout ça bien mieux expliqué dans mon livre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose là, dans cette question, même d'une évolution interne du style qui est tout à fait intrigante. Pourquoi ? Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas dans l'art des sociétés de chasseurs égalitaires, si vous voulez, l'art n'évolue pas, il peut être remplacé, un style peut être remplacé éventuellement par un autre, lié à des mouvements de population, mais il n'évolue pas dans sa forme, il n'évolue pas dans ses fondements. Or là, on a quelque chose de tout à fait singulier qui nous renvoie beaucoup plus, justement, à des logiques de sociétés historiques, ou en tout cas des sociétés qui sont travaillées par des rapports de force importants, et donc qui vont conduire à des mouvements, à des transformations, à des évolutions qui sont peu tolérées dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs les plus égalitaires. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, il n'y a pas, le pouvoir individuel est réduit au minimum, et tout l'objectif, je simplifie, mais c'est quand même l'idée générale, tout l'objectif de ces sociétés est de maintenir l'ordre du passé, et non pas de se transformer. Donc je dirais, encore une fois, que la question même de la transformation du style dans l'art paléolithique pourrait être le symptôme d'une forme déjà de société hiérarchisée. Là, je rentre dans un détail que je vais vous épargner. Bon, alors très bien, puisque vous y tenez. Donc en fait, si vous voulez, l'une des transformations, donc j'évoquais le fait que le style donc, de cette vache qui est dessinée au trait et que vous retrouvez, d'ailleurs on retrouve de manière assez frappante, je pense, sur les parois de Lascaux, donc le profil général, de manière d'autant plus frappante qu'en plus on a vraiment le contour, puisqu'il y a un repentir, et il y a le contour qui est laissé, et donc vous voyez qu'on est donc très proche. Simplement, à Lascaux, les peintures sont présentées avec des aplats de couleurs, mais la conception même du dessin est totalement calquée à mes yeux sur des canons qui étaient déjà en vigueur 3 ou 4 000 ans plus tôt. Et donc il y a cet héritage qui est très fort, et en même temps, comme je vous le disais, c'est une évolution, et cette évolution, elle se manifeste aussi par des ruptures, par une rupture très importante, considérable, qui est, au fond, à partir de Lascaux, le désir de représenter les sujets dans les 3 dimensions. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel à cette époque-là. Je ne dis pas que ça ne s'est pas réalisé déjà avant, on l'avait vu avec Chauvet, mais à l'époque de Lascaux, c'est quelque chose qui revient après une période où la question ne se posait plus du tout, puisque là, vous voyez qu'on a des représentations qui sont en pure silhouette, avec en plus une patte à chaque train, et donc il n'y a aucune possibilité de représentation tridimensionnelle dans ces conditions, parce que le contour est totalement linéaire, et que les pattes sont uniques à chaque train.
Et il se trouve qu'on a des tentatives, parfois même, là on a une peinture qui est qui se situe dans la grotte du Pechmerle, sur la frise noire du Pechmerle, et on a des exemples de figures qui cohabitent, donc, totalement le même style, qui cohabitent avec d'autres peintures qui reprennent donc ce schéma que je viens de vous montrer, d'une pâte unique à chaque train. Mais donc on a aussi des tentatives de pâtes doubles avec des représentations paires. Et vous voyez qu'à cause de la linéarité de ce contour, les membres sont totalement frontalisés, c'est-à-dire rabattus sur le plan unique, hein, un tout petit peu comme une découpe en ombre chinoise, et qu'il n'y a aucun effet de perspective. Ce que Lascaux incarne, c'est justement l'invention d'une forme de perspective dans ce contexte de linéarité, et c'est ce que je vous montrais juste avant, c'est-à-dire c'est ce principe qui consiste à laisser un espace vierge, donc vraiment de casser en quelque sorte la figure, même de manière un petit peu artificielle ou grossière, mais pour permettre de représenter dans les 3 dimensions. Je vais très très vite. Ce que ça signifie en termes d'évolution conceptuelle est tout à fait considérable, de passer de représentations en pure silhouette à des représentations dans lesquelles on se met à représenter les pelages, à exprimer à travers le pelage lui-même et des effets de modelé, à représenter à travers l'usage de la réserve la perspective. Tout ça, c'est des changements de regard, si vous voulez, qui sont considérables. Et donc, comme je le disais, je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pu avoir ce type d'évolution dans une société de chasse est quelque chose d'assez inattendu. Et voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit, parce qu'il est quart en plus. Voilà, l'enquête continue, et je vous tiendrai au courant.